Carrie, deuxième partie. Carrie sortit de la pièce. Il y eut un moment de silence. Morton et Desjardins regardèrent Carrie s'éloigner. Puis, avec un curieux tout-sautement étranglé, M. Morton se courba en deux avec précaution et entreprit de rassembler les débris du cendrier tombé. À quoi rime cette histoire ? Desjardins soupira et considéra avec dégoût la tache brunâtre qui séchait sur son short. Elle a eu ses règles, ses premières règles, dans la douche. Morton se racla la gorge à nouveau et ses joues se colorèrent. Le va-et-vient du feuillet de papier avec lequel il balayait les morceaux de poterie s'accéléra. Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop âgée pour ça ? Bien sûr, c'est ce qui lui a causé un tel traumatisme. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi sa mère... Elle laissa sa phrase en suspens et enchaîna. J'ai peur de m'en être assez mal tirée, Morty. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Elle s'imaginait qu'elle allait mourir d'hémorragie. Morton lui lança un regard aigu. Pour moi, ajouta-t-elle, il y a encore une demi-heure, elle ne connaissait même pas l'existence de la menstruation. Voulez-vous me donner cette petite brosse, Miss Desjardins ? Oui, c'est ça. Elle lui tendit l'objet, dont le manche s'ornait d'un slogan publicitaire. Le comptoir Chamberlain balaie tous vos problèmes. Il s'appliqua à recueillir sur son bout de papier les cendres et mégots éparpillés. Il faudra encore passer l'aspirateur, fit-il observer. Il me semblait pourtant que ce cendrier n'était pas si près du bord. Curieux, comme les objets peuvent tomber. Il se cogna la tête à l'angle du bureau et se rassit brusquement dans son fauteuil. J'ai peine à croire qu'une élève de ce collège, ou de tout autre collège d'ailleurs, puisse y passer 3 ans sans avoir jamais entendu parler de menstruation, Miss Desjardins. C'est encore plus difficile à admettre pour moi, appuya-t-elle, mais je ne vois pas d'autre explication à sa réaction, et elle a toujours été le souffre-douleur des autres. Il fit tomber cendres et mégots dans la corbeille à papier et s'épousseta les mains. Ça y est, je crois que ça me revient. White, la fille de Margaret White, sûrement. Ça explique un peu la situation. Il se rassit derrière son bureau avec un sourire d'excuse. Nous en avons tellement ici. Au bout de 5 ans, tous les visages se confondent un peu pour moi. On appelle les garçons du nom de leurs frères. Des erreurs de ce genre, ce n'est pas commode. Non, en effet. Attendez d'avoir passé 20 ans dans le bain comme moi, reprit-il morose, en contemplant son ampoule gonflée de sang. On reçoit des petites qui vous paraissent familières et on s'aperçoit qu'on a eu le papa comme élève la première année qu'on a enseigné. Margaret White a fait ses études ici avant que j'arrive, ce que je trouve bien soulageant. Elle a dit à Madame Bissante, paix à ses cendres, que le Seigneur lui réservait une place de choix sur le Krill en enfer pour avoir inculqué aux enfants quelques notions du transformisme et des théories de l'évolution de Darwin. Elle a été renvoyée 2 fois pendant qu'elle était ici, une fois pour avoir tapé sur une camarade à grands coups de cartable. D'après la légende, Margaret avait vu la camarade en question en train de fumer. Conception religieuse spéciale, très spéciale. Il arbora sans transition son air John Wayne. Et alors les autres filles se sont moquées d'elle ? Pire que ça. Elle poussait des hurlements et lui jetait des serviettes hygiéniques à la tête quand je suis entrée. Elle les lui lançait, comme des cacahuètes. Oh mon Dieu ! John Wayne disparut. Monsieur Morton devint cramoisi. Vous avez relevé les noms ? Oui, mais pas tous, quoiqu'il y aura sans doute des dénonciations. Il m'a semblé que Christine Argensen était la meneuse, comme d'habitude. Chris et sa bande de perruches, murmura Morton. Oui, Tina Blake, Rachel Spies, Hélène Shear, Donna Thibodeau et sa sœur Marie-Lila Grace,
Jessica Upshaw et Sue Snell. Elle fronça les sourcils. Je ne me serais pas attendue à ça de la part de Sue. Jamais je ne l'ai vue tremper dans ce genre de chahut. Avez-vous parlé aux responsables ? Miss Desjardins eut un rire bref chargé d'amertume. Je les ai surtout mises dehors. J'étais trop déboussolée et Carrie commençait une crise d'hystérie. Je vois. Il croisa les mains. Avez-vous l'intention de leur dire quelque chose ? Oui, mais c'était un oui sans conviction. Il me semble que vous avez un ton bien... C'est probable, en effet, coupa-t-elle d'un ton soucieux. Je vis dans une maison de verre, voyez-vous. Je comprends ce qu'ont ressenti les filles. Moi-même, j'avais envie d'empoigner cette Carrie et de la secouer. Il y a peut-être une espèce d'instinct chez les femmes à propos de la menstruation qui les rend agressives. Je ne sais pas. Je continue à voir Sue Snell avec cette expression qu'elle avait. Refit Morton d'un air sagace. Il ne comprenait rien aux femmes et n'éprouvait aucun désir de débattre le sujet de la menstruation. Je leur parlerai demain, promit Desjardins en se levant. Je leur passerai un sérieux savon. Parfait. Que la punition soit adaptée à la faute. Et si vous jugez nécessaire de m'envoyer une de ces filles, n'hésitez pas. Entendu, dit-elle avec douceur. Au fait, une ampoule a sauté pendant que j'essayais de calmer Carrie. Il ne manquait que ça au tableau. Je vais envoyer un gardien s'occuper de ça, promit-il. Et merci d'avoir fait de votre mieux, Miss Desjardins. Voulez-vous demander à Miss Fish de m'envoyer Billy et Henry ? Certainement. Elle sortit. Morton se renversa en arrière sur son fauteuil et fit le vide dans son esprit. Lorsque Billy Deloy et Henri Trainant, sécheurs de cour endurcis, entrèrent dans son bureau l'air penaud, il les foudroya allègrement du regard, bien décidé à ne pas mâcher ses mots. Comme il le confiait souvent à Hank Grail, les sécheurs de cour, il n'en faisait qu'une bouchée pour son déjeuner. Graffiti sculpté dans un bureau du collège Chamberlain. Les roses sont rouges, les violettes bleues, le miel sucré, mais Carrie White bouffe de la merde. Elle descendit Ewen Avenue et traversa à l'intersection de Carlin Street à hauteur du feu rouge. La tête baissée, elle s'efforçait de ne penser à rien. Des crampes lui parcouraient le corps en longues vagues douloureuses, la forçant par instants à ralentir le pas comme une voiture au carburateur encrassé. Elle gardait les yeux fixés sur le trottoir. Particules de quartz brillantes dans le ciment, traces de jeu de marelle aux lignes de craie presque effacées, pastilles grises de chewing-gum aplaties, emballages froissés de bonbons ou de chocolat. Elle me déteste, toutes, et elle n'arrête jamais. Jamais elle ne se fatigue de me tourmenter. Un penny coincé dans une fissure. Elle lui donne un coup de pied. Voir Chris Argensen criant grâce, couverte de sang, avec des rats qui lui grignoteraient la figure. Bien, bien, ce serait si bien. Un caca de chien étalé sous le poids d'un soulier. Des capsules de métal noircies écrasées à coups de pierre par un gamin. Des mégots. Lui écraser la tête avec un rocher. Un énorme bloc. Leur écraser la tête à toutes. Ce serait formidable. Jésus, notre Sauveur, doux et humble de cœur. Ça, c'était bon pour maman, parfait pour elle. Rien ne l'obligeait à se retrouver chaque jour de chaque année parmi les hyènes, d'être plongée dans un enfer de ricanements, de sarcasmes, de mauvaises farces, de grimaces. Et est-ce que maman n'a pas dit qu'il y aurait un jugement dernier ? Le nom de cette étoile sera détresse, et ils seront flagellés avec des scorpions.
et un ange armé d'un glaive. Si seulement ça pouvait arriver aujourd'hui, et si Jésus apparaissait non pas avec un agneau et une houlette de berger, mais avec un rocher dans chaque main pour écrabouiller les ricaneurs et les railleurs, tonner contre le mal, l'extirper, le détruire, un Dieu terrible de justice et de colère. Et si seulement elle pouvait être son glaive et son bras. Elle avait essayé de s'identifier à son personnage, de 100 façons furtives. Elle avait défié maman, avait tenté d'effacer le cercle de peste rouge qui s'était dessiné autour d'elle dès qu'elle avait quitté l'ambiance confinée de la petite maison de Carlin Street pour se rendre à l'école primaire de Barker Street avec sa Bible sous le bras. Elle se souvenait clairement de ce jour-là, des regards braqués sur elle, de ce soudain silence, cet écrasant silence lorsqu'elle s'était mise à genoux devant son déjeuner à la cafétéria de l'école, des rires qui avaient explosé dont, depuis lors, l'écho l'avait poursuivi tout au long des années. Le cercle de peste rouge était comme une tache de sang. On pouvait frotter, frotter, frotter. Il était toujours là, ineffaçable. Jamais elle ne s'était agenouillée à nouveau depuis, dans un lieu public, mais s'était bien gardée d'en parler à sa mère. En tout cas, le souvenir, intact, restait présent à sa mémoire. Avec maman, elle avait mené une lutte serrée à propos du camp de vacances des jeunesses chrétiennes et avait gagné elle-même l'argent pour s'y rendre, en faisant des travaux de couture. Maman l'avait mise en garde d'un ton farouche. C'était un péché d'y aller, de se mêler à des méthodistes, des baptistes, des congrégationalistes. C'était un péché, une mauvaise action. Elle avait interdit à Carrie de se baigner au camp, et pourtant, elle avait nagé et elle avait ri quand on lui avait enfoncé la tête sous l'eau, jusqu'à ce qu'elle perde sa respiration, et comme les filles continuaient, prises de panique, elle avait hurlé. Et elle avait essayé de participer aux activités du camp. On lui avait joué toutes sortes de tours, on avait charrié sur tous les tons cette vieille bigote de Carrie, et elle était revenue en autocar une semaine avant les autres filles, les yeux rouges, d'avoir tellement pleuré. Et maman, qui l'attendait à la gare, lui avait dit sévèrement qu'elle ne devrait jamais oublier le souvenir de sa mésaventure. Cela prouvait bien que maman savait, que maman avait raison, que le seul espoir de paix et de salut s'inscrivait à l'intérieur du cercle rouge, car la porte est étroite, avait dit maman d'une voix austère dans le taxi, et une fois à la maison, elle avait enfermé Carrie dans la penderie pendant 6 heures. Maman lui avait, naturellement, défendu de prendre des douches avec les autres filles. Carrie avait caché ses affaires de toilette dans son placard de l'école et s'était douchée quand même, participant à un rituel de nudité embarrassant et honteux, dans l'espoir que le cercle dont elle était prisonnière se desserrerait un peu, juste un petit peu. Mais aujourd'hui, oh, aujourd'hui, Tommy Herbter, 5 ans, roulait sur sa bicyclette de l'autre côté de la rue. C'était un gamin à l'air futé, à l'œil vif. Pédalant sur son petit vélo rouge garni de stabilisateurs, il chantonnait « Scooby-Doo, bidou, j'aime le roudoudou ». Il aperçut Carrie, son visage s'épanouit et il tira la langue. « Hé, face de paix, Carrie la bigote !» Carrie, prise d'une rage subite, lui lança un regard furieux. La bicyclette oscilla sur ses petites roues stabilisatrices et s'abattit de côté. Tommy se mit à hurler. Le vélo lui était tombé dessus. Carrie continua à marcher, le sourire aux lèvres. À ses oreilles, les glapissements de Tommy faisaient l'effet d'une suave musique. Si seulement elle pouvait provoquer à volonté des incidents de ce genre, chaque fois qu'elle en avait envie. Et justement, c'était le cas. À une centaine de mètres de sa maison, elle s'arrêta, les yeux fixés dans le vide. Derrière elle, Tommy relevait son petit vélo, en pleurnichant, frottait son genou et raflait. Il lui cria quelque chose,
mais elle fait mine de ne pas entendre. Elle avait été suffisamment apostrophée par des experts en injures. « Tombe de ce vélo, sale gosse. Fiche-toi par terre et fends-toi ta sale caboche. » Voilà ce qu'elle avait pensé, et quelque chose était arrivé. Son esprit avait... Elle cherchait le mot. Avait décollé. Pas exactement comme elle le souhaitait, mais ce n'était pas loin. Une curieuse inflexion mentale s'était produite, une pulsation, un bref tressaillement, comme un frémissement de paupières. Décolle. Elle considéra fixement la grande vitrine de Madame Yorati, et elle pensa « Saleté de vieille sorcière, je veux que ta vitrine casse. » Rien. La large glace immaculée à la devanture de chez Madame Yorati miroitait sereinement sous la lumière limpide du matin. Une nouvelle crampe d'estomac se mit à tenailler Carrie et elle poursuivit sa marche. Mais la lampe et le cendrier. Ne pas oublier le cendrier. Elle jeta un coup d'œil en arrière. La vieille sorcière déteste ma maman. À nouveau, il lui sembla que quelque chose vibrait, mais très très faiblement. Une sorte de frémissement anima le flot de ses pensées, comme si une source pétillante venait de jaillir tout au fond d'elle-même. La vitrine parut onduler, rien de plus. Peut-être cela venait-il de ses yeux. Peut-être. Une onde de fatigue l'envahit. Elle se sentit la tête lourde, avec un début de migraine. Ses yeux la brûlaient, comme si elle venait de lire de bout en bout le livre des révélations. Elle continua à suivre la rue jusqu'à la petite maison blanche aux volets bleus. L'émotion familière, crainte, amour et haine s'avivaient en elle. Le lierre s'était étalé sur le mur ouest du bungalow. Elle l'avait toujours appelé le bungalow car la Maison Blanche évoquait une plaisanterie politique et maman disait que tous les politiciens étaient des escrocs et des pécheurs qui finiraient un jour par livrer le pays aux rouges sans Dieu qui colleraient au mur pour les fusiller ceux qui croyaient en Jésus-Christ, y compris les catholiques. Et ce manteau de lierre était pittoresque, mais quelquefois elle le détestait. Quelquefois, comme aujourd'hui, la masse du lierre ressemblait à une grotesque main géante, sillonnée de longues veines saillantes surgies du sol pour agripper la maison. Elle s'approcha en traînant les pieds. Bien sûr, il y avait eu les pierres. Elle s'arrêta encore une fois, battant mollement des paupières dans la lumière du jour. Les pierres. Maman ne parlait jamais de ça. Carrie ne savait même pas si sa maman se rappelait encore le jour des pierres. C'était étonnant qu'elle-même s'en souvienne si bien. Elle était alors une toute petite fille. Quel âge ? 3 ans ? 4 ans ? Il y avait eu cette fille en costume de bain blanc et ensuite les pierres étaient arrivées et des choses avaient volé dans la maison. Le souvenir ressurgissait brusquement à sa mémoire, intact, précis, lumineux, comme s'il y avait toujours été présent, juste au-dessous de la surface, attendant la venue d'une sorte de puberté mentale, attendant, peut-être aujourd'hui. Estelle Oran a habité dans la banlieue chic de San Diego, à Parrish, pendant 12 ans. D'apparence, elle est le prototype de la Californienne moderne. Elle porte des blouses imprimées de couleurs vives et des lunettes de soleil au vert ambré. Sa chevelure brune est striée de mèches blondes. Elle conduit une Volkswagen orange Formule 5 avec un macaron orné d'un sourire sur le bouchon du réservoir et un grand timbre avec le drapeau vert de l'écologie sur la lunette arrière. Son mari occupe un poste de cadre à l'agence Parrish de la Bank of America. Son fils et sa fille sont des adeptes convaincus du groupe Soleil et Loisirs de la Californie du Sud, lézards de plage savamment bronzés.
Un barbecue est installé dans le jardin derrière la maison, petit mais très bien tenu, et à la porte d'entrée, un carillon joue un fragment du refrain de Hey Jude. Mais Estelle Oran porte encore en elle un peu du sol aride et pauvre de la Nouvelle-Angleterre, et quand elle parle de Carrie White, son visage arbore une expression pincée, plus évocatrice du Lovecraft d'Arkham que du Kerouac de la Californie du Sud. Bien sûr, elle était étrange, m'a dit Estelle Oran, allumant une Virginia Slim après avoir écrasé le mégot de la précédente. Toute la famille était étrange. Ralph était ouvrier dans la construction et les gens de son quartier disaient qu'il partait tous les jours au travail avec une Bible et un revolver 38. La Bible était pour la pause café et le casse-croûte de midi. Le 38, il le tenait prêt au cas où il aurait rencontré l'Antéchrist sur le chantier. C'était un grand type au teint olivâtre avec les cheveux coupés en brosse ultra courte. Il avait toujours l'air hargneux et on ne pouvait pas soutenir son regard. Ses yeux avaient un éclat insoutenable, il semblait littéralement flamboyer. Quand on le voyait s'approcher, on traversait la rue et il n'était pas question de lui tirer la langue dans le dos. Jamais. Il était terrifiant. Elle s'interrompt, tire des bouffées de sa cigarette et souffle des nuages bleuâtres vers les poutres de pseudo-séquoia qui s'entrecroisent au plafond. Stella Oran a vécu à Carlin Street jusqu'à l'âge de 20 ans, tout en faisant ses études au Lewin Business College de Moton. Mais elle se souvint clairement de l'incident des pierres. Quelquefois, dit-elle, je me demande si par hasard j'aurais pu le provoquer. Leur arrière-cour était contiguë à la nôtre et Madame White avait planté une haie de séparation, mais elle n'avait pas encore poussé. Elle s'en prenait constamment à ma mère pour l'exhibition à laquelle je me livrais dans notre cour. Disons tout de suite que mon maillot de bain était parfaitement convenable, même pudique, selon nos critères d'aujourd'hui, un simple Jantzen d'une pièce. Madame White n'arrêtait pas de se plaindre de ce spectacle scandaleux pour sa petite. Ma mère, bon, elle tâche de rester polie, mais elle est très vive de caractère. Je ne sais pas ce que Margaret White a dit pour la mettre enfin hors d'elle par-dessus la haie. Elle a dû me traiter de putain de Babylone, je suppose. Toujours est-il que ma mère lui a répliqué que notre cour était à nous, que je m'y promènerais et y danserais la gigue toute nue si ça nous chantait, à elle et à moi. Elle lui a dit aussi qu'elle était une sale vieille bonne femme, avec une boîte d'asticots en guise de cervelle. Il y a eu encore beaucoup de cris et d'imprécations, mais ça, c'était le bouquet. J'ai voulu m'arrêter de prendre des bains de soleil tout de suite. J'ai horreur des histoires. Ça me donne des maux d'estomac. Mais ma mère, quand elle est remontée, elle devient terrible. Elle est donc revenue de chez Jordan March avec un petit bikini blanc et elle m'a encouragée à me dorer au soleil autant que je voulais. Après tout, a-t-elle dit, nous sommes chez nous, dans notre cour. Stella Oran esquisse un léger sourire à l'évocation de ce souvenir et éteint sa cigarette. J'ai essayé de discuter avec elle, de lui expliquer que je tenais à éviter les accrochages et ne voulais pas faire de la provocation pour relancer leur guerre de palissade. Ça n'a rien donné de bon. Vouloir calmer ma mère quand elle prend la mouche, c'est comme arrêter un poids lourd sans frein dans une descente. Et puis, ce n'était pas tout. J'avais peur des White. Avec les fanatiques religieux de ce genre, il ne faut pas plaisanter. D'accord, Ralph White était mort, mais Margaret avait peut-être bien gardé son revolver. J'étais donc allongée dans notre cour, sur une couverture, le samedi après-midi, couverte de crème solaire, et j'écoutais les Top 40 à la radio. Ma mère a horreur de cette musique et en général, elle pousse les hauts cris et me demande de baisser le volume avant qu'elle ne devienne folle. Mais ce jour-là, c'est elle-même qui l'a amplifié.
Du coup, j'avais vraiment l'impression d'être la putain de Babylone en personne. Pourtant, personne n'en sortit de la maison chez les White, même pas la vieille pour pendre sa lessive. Voilà un autre détail. Jamais elle ne met de dessous à sécher sur le fil. Même pas ceux de Carrie, qui n'avait que 3 ans à l'époque. Non, toujours dans la maison. J'ai commencé à me détendre. Je devais m'imaginer que Margaret avait emmené Carrie au parc pour faire ses dévotions au Seigneur en pleine nature. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, j'ai roulé sur le dos et je me suis assoupie. Quand je me suis réveillée, Carrie, debout à côté de moi, me regardait. Elle interrompt son récit, fronce les sourcils, le regard perdu dans le vague. Au dehors, les voitures défilent sans interruption. Je perçois le léger ronronnement de mon magnétophone. Mais tout cela me fait l'effet d'une mince patine brillante qui recouvre un monde obscur, inquiétant, un monde réel, peuplé de cauchemars. C'était une si jolie petite fille, reprend Stella Oran en allumant une autre cigarette. J'ai vu des photos d'elle prises au collège, et puis cette horrible couverture en noir et blanc de Newsweek. Je les regarde longuement, et une seule idée me vint à l'esprit. Comment, Seigneur Dieu, a-t-elle pu en arriver là? Qu'est-ce que cette femme lui a fait? Ça me rend malade d'y penser. Elle était tellement charmante, avec ses joues roses, ses yeux marrons et ses cheveux blonds qui deviendront cendrés plus tard. Ça se reconnaît à la couleur. Délicieuse, voilà le mot qui convient le mieux. Elle était délicieuse, délurée, innocente. La maladie de sa mère ne l'avait pas trop entamée, pas encore. Je me suis réveillée progressivement et j'ai voulu lui sourire. Je ne savais pas trop quoi faire. Très engourdie par le soleil, ma cervelle fonctionnait au ralenti. J'ai dit « Bonjour ». Elle portait une petite robe jaune assez mignonne, mais bien trop longue pour une gamine en plein été. Elle lui arrivait au mollet. Elle ne m'a pas rendu mon sourire. Simplement, elle a tendu la main et m'a demandé « C'est quoi ça ?» J'ai baissé les yeux et je me suis rendu compte que mon soutien-gorge avait glissé pendant que je dormais. Je l'ai remis en place et j'ai répondu « Ce sont mes seins, Carrie. » Alors elle a dit, d'un ton très solennel, « Je voudrais bien en avoir aussi. » J'ai répondu, « Il faut attendre, Carrie. Tu n'en auras pas avant, 8 ou 9 ans ?»« Non, j'en aurai pas, » a-t-elle répliqué. « Maman m'a dit que les filles sages n'en avaient pas. » Elle avait une expression bizarre pour un bébé de son âge, ni triste, ni prude. J'avais peine à croire ce que j'avais entendu et j'ai dit la première chose qui me venait à l'esprit. « Mais je suis une fille sage, moi, et ta mère, elle n'a pas de sein ?» Elle a baissé la tête et murmuré quelque chose d'une voix si basse que je n'ai pas compris. Je lui ai demandé de répéter. Elle m'a regardé d'un air méfiant et m'a dit que sa maman avait été mauvaise et que c'était pour ça qu'elle en avait. Elle les appelait des salbos, comme si cela s'écrivait en un seul mot. Je croyais rêver. J'étais confondue. Je ne trouvais absolument rien à dire. Nous nous sommes regardés et l'envie m'a pris d'enlever cette pauvre petite mioche et de me sauver avec elle. Et c'est à ce moment-là que Margaret White est sortie de sa maison par la porte de derrière et nous a vus. Pendant un long moment, elle est restée sans bouger, les yeux hors de la tête, comme si elle n'arrivait pas à y croire. Puis elle a ouvert la bouche et s'est mise à brailler. Jamais je n'ai entendu de son aussi horrible de ma vie. On aurait dit le rugissement d'un alligator au fond d'un bayou. Elle beuglait littéralement. Dans un état de rage démentielle, sa figure est devenue aussi rouge qu'une voiture de pompiers. Elle a serré les poings et a continué à hurler vers le ciel. Elle tremblait de la tête aux pieds. Je croyais qu'elle avait une attaque. Avec ses traits convulsés, elle avait une vraie tête de gargouille. J'ai cru que Carrie allait s'évanouir,
ou mourir sur place. Elle s'était arrêtée de respirer et son petit visage est devenu tout blanc. Sa mère a hurlé « Carrie !» J'ai bondi et j'ai hurlé à mon tour. « Ne lui criez pas après comme ça, vous devriez avoir honte. » Enfin une bêtise de ce genre-là, je ne me souviens plus très bien. Carrie est allée vers chez elle, elle s'est arrêtée, puis elle est repartie et, juste avant de passer d'une pelouse sur l'autre, elle m'a lancé un regard effrayant. Je ne sais pas comment l'expliquer. Un mélange de désir, de haine, de crainte et de désespoir. Comme si la vie elle-même s'abattait sur elle, sous la forme d'une pluie de pierres, à l'âge de 3 ans. Ma mère est apparue sur le perron de derrière et son visage s'est décomposé quand elle a vu la petite. Et Margaret, oh, elle hurlait des injures à propos de putains, de filles perdues, des péchés commis par les pères qui vous poursuivront jusqu'à la 7e génération. Je me sentais la gorge en parchemin. Un instant, Carrie apparut osciller entre les 2 jardinets. Puis Margaret White a regardé en l'air et cette femme, je vous le jure, s'est mise à hurler à la mort vers le ciel. Après quoi, elle a commencé à se blesser, se punir elle-même. Elle se lacérait le cou, les joues, à coups d'ongles. Sa peau se couvrait d'égratignures, de balafres rouges. Elle déchirait sa robe. Carrie a crié « Maman !» et s'est précipitée vers elle. Madame White s'est accroupie comme un crapaud et a ouvert grand les bras. J'ai cru qu'elle allait écraser sa fille contre elle et j'ai crié à mon tour. Elle souriait, cette folle. Elle souriait d'un sourire figé et la bave lui coulait sur le menton. Oh, j'en étais révulsée, Seigneur, complètement révulsée. Elle a pris Carrie dans ses bras et elle est rentrée chez elle. J'ai arrêté ma radio. On l'entendait dans sa maison. Pas tout ce qu'elle disait, mais quelques mots. Cela suffisait pour comprendre ce qui se passait. Elle priait, sanglotait, glapissait en même temps. Des bruits à peine humains. Et puis, Margaret a dit à sa fille d'aller s'enfermer dans son placard pour prier. Et la petite pleurait, criait qu'elle regrettait, qu'elle avait oublié. Et puis, plus rien. Ma mère et moi, nous nous sommes regardés. Jamais je ne lui avais vu une mine pareille, même à la mort de mon père. Elle a dit « La pauvre enfant », rien de plus. Et nous sommes rentrés. Elle se lève et va vers la fenêtre. Elle est très belle avec sa robe de soleil citron décolletée dans le dos. J'ai un peu l'impression de revivre toute cette histoire, me dit-elle sans se retourner. J'en suis toute retournée, comme autrefois. Elle a un petit rire et se prend les coudes au creux des mains. Oh, elle était si mignonne, on ne s'en douterait jamais devant ces photos. Des voitures passent devant la maison dans les 2 sens et j'attends qu'elle reprenne son récit. Elle me fait l'effet d'un sauteur à la perche, considérant la barre et se demandant si elle n'est pas placée trop haut. Ma mère a préparé du thé très fort, avec du lait, comme elle le faisait quand on m'avait poussée dans les orties ou quand j'étais tombée de bicyclette, à l'époque lointaine où j'étais un garçon manqué. Nous étions effondrés, mais nous avons bu ensemble, assises, en face l'une de l'autre à la table de la cuisine. Elle portait une vieille robe d'intérieur à l'ourlet décousu dans le dos et j'avais toujours sur moi mon bikini blanc de putain de Babylone. J'avais envie de pleurer, mais c'était une situation trop réelle pour pleurer dessus, contrairement au cinéma. Une fois à New York, j'avais vu un vieil ivrogne tenant par la main une petite fille en robe bleue. Cette petite fille avait pleuré au point de saigner du nez. L'ivrogne avait un goitre et la peau de son cou était tendue comme une chambre à air. Il avait une énorme bosse rouge au milieu du front et une longue traînée de morve luisait sur son veston de serge bleu. Les passants allaient et venaient, sans s'arrêter, pour échapper le plus vite possible à ce spectacle. Cela aussi, c'était une situation réelle. Je voulais justement parler de ça à ma mère et comme j'ouvrais la bouche pour parler,
l'autre événement s'est produit, celui sur lequel vous aimeriez être renseigné, j'imagine. Il y a eu un choc sourd et violent au dehors qui a fait vibrer les verres dans la vitrine. Le bruit a évoqué pour moi quelque chose de massif, de dense, comme si on venait de faire tomber un coffre-fort du toit. Elle allume une nouvelle cigarette et en tire des bouffées rapides. Je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé au dehors, mais je n'ai rien vu. Et puis, comme j'allais tourner le dos, quelque chose est tombé, quelque chose qui brillait au soleil. J'ai cru un instant que c'était un gros globe de verre, puis cet objet a heurté le bord du toit des White et a volé en éclats. Ce n'était pas du tout du verre, c'était un bloc de glace. J'étais sur le point d'appeler ma mère quand ces blocs se sont mis à tomber en pluie, tous à la fois. Ils tombaient sur le toit des White, sur la pelouse devant et derrière, contre la porte de leur cave. Elle était garnie d'un auvent de zinc et quand le premier a touché la plaque de métal, il y a eu un grand « ping », comme une cloche d'église. Ma mère et moi avons poussé un cri. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre, comme deux gamines affolées prises dans une tourmente. Et puis ça s'est arrêté. Plus un bruit ne sortait de leur maison. On voyait l'eau couler de la glace fondue sur les ardoises du toit et briller sous le soleil. Un gros morceau de glace s'était coincé entre la pente du toit et la cheminée. Il étincelait tellement dans la lumière que j'avais mal aux yeux à le regarder. Ma mère me demandait si c'était fini, quand Margaret a poussé un cri terrible. Nous l'avons entendu très clairement. En un sens, c'était encore pire qu'avant, car cette fois, on se rendait compte qu'elle était terrifiée. Et puis, il y a eu des tas de bruits dans la maison, des chocs, plus ou moins sonores, comme si elle jetait tout ce qui lui tombait sous la main à la tête de sa fille. La porte arrière s'est ouverte à la volée et s'est refermée de même. Personne n'est sorti, puis les hurlements ont repris. Maman m'a demandé d'appeler la police, mais je ne pouvais bouger. J'étais clouée sur place. Monsieur Kirk et sa femme Virginia sont sortis de chez eux pour voir ce qui se passait. Les Smiths aussi. Bientôt, tous les voisins qui se trouvaient chez eux étaient dehors, même la vieille Madame Warwick au bout de la rue, qui n'entendait que d'une oreille. Des objets se sont mis à craquer, à éclater, à résonner. Des bouteilles, des verres, Dieu sait quoi. Et puis une fenêtre s'est ouverte sur le côté de la maison, et Dieu m'est témoin que la table de la cuisine a failli passer au travers. C'était un gros meuble d'acajou qui pesait bien plus de 100 kilos. Il a arraché l'écran anti-moustique au passage. Comment une femme, même une femme très forte, aurait-elle pu jeter dehors une masse pareille ? Je lui demande ce qu'elle implique par cette réflexion. Je me contente de vous raconter, insiste-t-elle. Désarçonnée, je ne vous demande pas de croire. Elle paraît reprendre son souffle et enchaîne d'une voix neutre. Rien ne s'est produit pendant peut-être 5 minutes. L'eau coulait toujours des gouttières sur le toit et il y avait des morceaux de glace partout sur la pelouse des White qui fondaient très vite. Elle émet un rire bref et haché et écrase son mégot. Pourquoi pas ? C'était au mois d'août. Elle va vers le canapé, puis s'en écarte. Ensuite, sont venues les pierres surgies du néant, d'un ciel parfaitement bleu, et qui sifflaient, vrombissaient comme des bombes. Ma mère s'est écriée, mais au nom du ciel, et elle s'est protégée la tête des 2 mains. Moi, je ne pouvais toujours pas bouger. J'enregistrais tout ce qui se passait, mais j'étais transformée en statue. Peu importait d'ailleurs. Rien ne tombait en dehors de l'enclos des White. Une des pierres a arraché une des gouttières qui a dégringolé sur la pelouse. D'autres ont crevé le toit et sont tombées dans le grenier. À chaque fois, les ardoises éclataient en faisant un nuage de poussière. Celle qui arrivait par terre faisait vibrer le sol. On ressentait l'impact dans la plante des pieds. Notre vaisselle s'entrechoquait. La vieille desserte tremblait sur ses bases et la tasse de thé de maman est même tombée sur le sol où elle s'est cassée.
Certaines pierres avaient fait des trous dans le gazon, de véritables cratères. Madame White a payé un récupérateur pour s'en débarrasser avec sa camionnette et Jerry Smith, qui habite au bout de la rue, lui a donné $1 en échange d'un fragment de pierre. Il est allé le montrer à la Boston University. Ils l'ont étudié et lui ont dit que c'était du granit ordinaire. Un des derniers a atteint une petite table dans l'arrière-cour et l'a fracassée, mais rien de ce qui se trouvait hors de chez eux n'a été touché. Elle s'interrompt, se détourne de la fenêtre pour me regarder et à l'évocation de ses souvenirs, ses traits se décomposent. D'un geste machinal, elle passe la main dans sa chevelure ébouriffée. On n'en a guère parlé dans le journal local. Le temps que Billy Harris se déplace, il était reporter à Chamberlain, elle avait déjà fait réparer le toit, et quand les gens lui ont dit que les pierres l'avaient traversé, je crois qu'il s'est imaginé qu'on se payait sa tête. Personne ne veut l'admettre, mais maintenant, vous et tous ceux qui liront ce que vous écrirez ne penseront qu'à rire de cette histoire et diront que je n'étais qu'une espèce de piquet resté trop longtemps au soleil. Pourtant, c'est arrivé. Des tas de gens du quartier ont assisté à l'événement et ce qui s'est passé, encore une fois, était aussi réel que cet ivrogne traînant par la main la petite fille qui saignait du nez. Et maintenant, il y a cette autre dame. Personne ne peut l'ignorer et se contenter d'en rire. Trop de personnes sont mortes. Et ce n'est plus seulement la propriété des White qui a été touchée. Elle sourit, mais sans aucune trace d'humour. Ralph White était assuré et Margaret avait touché une grosse somme d'argent à sa mort, une double indemnité. La maison aussi était assurée, mais elle n'a pas obtenu un sou de ce côté-là. Les dégâts avaient été causés par la main de Dieu, une justice bien pratique, non ? Elle se remet à rire, mais sans plus de gaieté que tout à l'heure. Texte retrouvé dans le cahier de Carrie White au collège d'Ewan et recopié plusieurs fois sur la même page. Tout le monde le sait, l'enfant sera béni quand il aura compris qu'il est pareil aux autres.